Et on va plus loin avec Marie-Roger Biloa, directrice d'Africa International, avec nous en direct de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Marie-Roger. Et voilà Marie-Roger qui s'installe, vous nous entendez ? Très bien. Ravi d'être avec vous, que vous soyez plutôt avec nous ce mardi. Face à vous, Bruno Darou de la rédaction de France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Il leur fallait 65 sièges, ils n'en obtiennent que 62. Le Hezbollah et ses alliés perdent leur majorité au Liban, résultat des législatives qui avaient lieu dimanche. Première victime avec le parti chiite, le courant patriotique libre du président Michel Aoun, doublé dans le camp chrétien par le parti des forces libanaises de son éternel rival Samir Jaja, et l'arrivée de 13 nouveaux élus issus de la contestation du système. Écoutez l'un d'entre eux. C'est un jour de fête nationale. Après 2 ans et demi à avoir crié notre colère contre ce gouvernement de l'injustice, nous ouvrons une nouvelle ère pour le changement au Liban. C'est un jour de fête. Bruno Darou, conclusion de ces législatives, le début de la fin du système confessionnel conspué dans la rue depuis des mois, ou bien le rapprochement de l'Arabie Saoudite et donc l'éloignement de l'Iran ? Écoutez, c'est un peu compliqué à dire parce que en fait, il y a une baisse assez nette du bloc chiite, on va dire, le Hezbollah et ses alliés, qui n'ont pas fait un bon score lors de ces élections. Il y a aussi un petit regain du côté des forces libanaises, donc du côté du camp chrétien opposé au bloc chiite. Il y a, évidemment, c'est très notable, l'émergence de ces 13 députés issus, en fait, de la contestation très sévère qui a secoué le Liban depuis 2 ans maintenant. Mais il y a aussi 40% de participation seulement, ce qui veut dire que 60% des Libanais se sont abstenus, sans doute un peu dégoûtés par le système politique qu'ils connaissent. Donc en fait, on est un peu dans un entre-deux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un début de changement, c'est peut-être la fin de l'hégémonie du bloc chiite, mais en face, il n'y a pas de camp qui ait suffisamment de voix, de sièges pour former une majorité, ce qui veut dire qu'en fait, ça n'arrange pas, paradoxalement, alors que même il y a des signaux un peu de ce nouveau Liban qui émerge à travers ces 13 députés, ça vient compliquer le fonctionnement de ce système qui, malgré tout, reste en place. Sauf que, à la différence des élections de 2018, on ne sait pas de quel côté ça va pencher, il va y avoir des tractations, ça va être compliqué. Et donc les prochaines semaines, les prochains mois, en plus il y a l'élection du président qui est prévue à l'automne prochain. On ne sait pas trop sur quoi tout ça va déboucher paradoxalement. Et oui, donc toujours pas de stabilité peut-être à venir au Liban. Marie-Roger, on commence néanmoins à voir enfin dans le paysage politique les effets de l'exaspération qu'ont exprimé les Libanais dans la rue. Je trouve qu'on ne la voit pas assez, parce qu'il faut quand même s'arrêter un peu sur le poids de l'abstention. C'est quand même extraordinaire que 60% de gens n'aillent pas voter dans un pays dont on nous dit que la situation socio-économique est d'une gravité sans nom depuis 2018, que la livre libanaise a perdu 95% de sa valeur, que le prix des produits de première nécessité a été multiplié par 10, que 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner correctement, il y a un exode énorme des forces vives et une économie extrêmement extravertie, puisque 90% des biens de consommation sont importés en dollars. Et donc, quand on a la chance d'aller voter pour changer les choses, quand même, vraiment, je ne sais pas sur quoi on compte d'autres. Bien sûr, la politique a ses limitations, n'est-ce pas ? On a bien vu que dans ce pays-là, il y a au Liban ce système de confessionnalisme, de partis, des blocs qui suivent la ligne des religions ou de certains critères, j'allais dire, communautaires, et vraiment en place de manière dure et forte, et que s'il y a une chose sur laquelle la classe politique est d'accord, c'est de ne pas changer. Et donc, les changements, justement, transformer la société, ça vient par le poids de nouvelles forces. Et on a vu, donc, depuis 2019, ce mouvement de contestation énorme et qui s'est amplifié après l'explosion au port de Beyrouth. On se disait, les prochaines élections, ça va être une transformation. Donc,
c'est dommage qu'il y ait cette lassitude que les Libanais disent on peut rien faire du politique. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai, parce que le fait qu'ils se soient un petit peu mobilisés a déjà conduit au fait que le Hezbollah n'a plus la majorité. Mais enfin, oui. Il ne faut pas être dans l'illusion de la perte de poids du Hezbollah, parce que très probablement, ils vont continuer à diriger l'Assemblée nationale, vont continuer à peser. Il y a que ils ont perdu la majorité de très peu, finalement. Oui, donc, ce sont les accords d'Otaef qui, de toute manière, donnent au Parlement la présidence actuellement occupée par Nabi Berri du parti Amal, qui fait partie du bloc chiite et qui continuera vraisemblablement d'exercer. Oui, mais qui a son 6e mandat. Oui, qu'il continuera d'exercer s'ils arrivent à former une majorité quand même. Hein, parce que c'est ça la grande inconnue. Hein. Mais je suis assez d'accord avec ce que disait Marie-Roger. C'est-à-dire que dans un pays qui a connu une telle crise, le fait qu'il y ait la présidence du Parlement revient à un chiite. Oui, revient à un chiite. Mais après, s'il n'y a pas de majorité derrière qui soutient le président chiite, ça va quand même être un problème. Et effectivement, je suis d'accord avec Marie-Roger que le fait qu'il y ait quand même 60% des Libanais dans cette situation qui ne se soient pas déplacés aux urnes, parce qu'on voit quand même que ceux qui se sont déplacés aux urnes ont permis déjà de faire bouger un peu les choses, alors, mais le paradoxe, c'est que c'est insuffisant. C'est-à-dire que 13 députés issus de la contestation, sur 128, malheureusement, ça ne peut pas changer complètement le fonctionnement de ce système. Le bloc chiite qui perd sa majorité, d'ailleurs, ce sont les alliés du Hezbollah, non pas le Hezbollah lui-même, qui ressortent affaiblis. Néanmoins, on peut dire que l'Iran paie d'une certaine manière son activisme régional, Bruno. Écoute, je ne sais pas si c'est vraiment l'Iran, pour le coup, qui paie son activisme régional, parce que en fait, l'Iran a toujours usé de son influence sur le Hezbollah. Là, je crois que ces élections marquent quand même la suite en fait de ce mouvement social qu'effectivement on a observé depuis l'automne 2019 et qui se traduit un peu dans les urnes, au détriment du bloc chiite, en particulier dans certaines localités dans le sud du pays. Ça, c'est quand même assez important. Donc ça envoie un message au Hezbollah et donc par ricochet forcément à l'Iran. Mais de là à dire, comme c'est insuffisant encore une fois, de là à dire que ça va changer fondamentalement la politique de Téhéran vis-à-vis du Liban, personnellement, je ne le pense pas. Des aveux aussi du courant patriotique libre du président Michel Aoun, dont on sait d'ailleurs que le genre d'un Gebran Bassil était particulièrement contesté dans la rue. C'est un soutien peut-être plus grand, en tout cas au sein un rééquilibrage des forces au sein du courant du bloc chrétien en faveur de Samir Jaja et de son parti. Cela indique, d'après vous, Marie-Roger Biloa, là aussi, que l'Arabie Saoudite, qu'on avait dit considérablement affaibli à la fois, on s'en souvient, par les allers-retours de Saad Hariri et puis ensuite l'affaire Khashoggi, et d'une certaine manière remise en selle dans la région. L'Arabie Saoudite est toujours là. Vous savez, quand on parle des expatriés libanais, c'est-à-dire c'est une situation particulière où on estime qu'il y a autant de Libanais à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur et qu'ils contribuent quand même pour un tiers du PIB qui est en chute libre. Et beaucoup sont dans les Émirats et notamment en Arabie Saoudite. Et on a vu que, parce qu'un député a osé critiquer la politique saoudienne au Yémen, la guerre au Yémen en fait, l'Arabie Saoudite a menacé de bloquer les transferts d'argent qui font vivre une bonne partie de la situation, de la population. Ils sont bien là, mais je crois que aujourd'hui, leur visibilité n'est pas au premier plan. Ce qui frappe toujours, c'est ce système politique libanais que les Libanais eux-mêmes, ils le disaient encore aujourd'hui quand on écoutait les commentaires, est dans un état de mort clinique et constaté, mais pas déclaré officiellement. C'est-à-dire, ça fait très longtemps qu'on veut le réformer et on en prend le chemin. Ces élections, voilà, on en parle parce qu'il y a eu un changement, il y a eu le Hezbollah qui a perdu un peu de sa majorité, mais on aura toujours les mêmes blocages et on a toujours ce souci avec le FMI, c'est-à-dire le financement. Il y a un besoin de financement là-bas. Et comme partout, mais là-bas, de manière très cruciale, le FMI a promis 3 milliards de dollars, une somme qui est considérée comme dérisoire vu les besoins, mais qu'ils n'auront pas techniquement
certains spécialistes vous expliquent que cet argent ne peut pas être décaissé avant 2023 parce qu'il y a pas mal de conditions à réunir qui ne pourront l'être que lorsqu'il y aura un nouveau président, c'est-à-dire en octobre, vers la fin de l'année. Et pendant ce temps, la monnaie continue de s'effondrer, les réserves ont fondu comme neige au soleil. Et voilà, c'est pas l'Arabie Saoudite, si elle intervient, ce sera sans doute encore pour financer d'une manière ou d'une autre, avec évidemment, comme on dit, strings attached, avec des conditions. Merci Marie-Roger. Autre sujet, un coup d'État. Quel coup d'État? La France nie avoir un quelconque lien, ni information d'ailleurs au sujet du prétendu putsch écarté la semaine dernière au Mali. La junte au pouvoir à Bamako affirme en effet avoir déjoué un coup de force soutenu depuis l'étranger par une puissance occidentale, sans préciser toutefois laquelle. Un haut gradé, le colonel Amadou Keïta, a d'ailleurs été mis aux arrêts. Que sait-on de lui, Bruno Darou? Qui est-il? On sait quelques petites choses sur lui. Enfin, déjà, l'annonce de cette tentative de putsch qui aurait donc eu lieu il y a déjà quelques jours par la junte malienne, ça n'a pas été corroboré de sources extérieures. Donc, pour le moment, on est obligé un peu de croire la junte malienne sur parole qui dit qu'elle a déjoué une tentative de putsch il y a quelques jours. Visiblement, d'après ce qu'elle dit, une tentative de putsch qui a été orchestrée, si on comprend bien, de l'intérieur par une partie de ceux qui sont actuellement au pouvoir, et notamment le colonel Amadou Keïta, alors qu'il fait partie du CNT, le Conseil national de transition, qui regroupe 120 membres, qui fait un peu office de parlement, entre guillemets, en attendant que les autorités militaires remettent le pouvoir aux autorités civiles dans un horizon assez lointain. Il était considéré comme étant proche de l'homme fort du CNT. Il n'était pas très connu. En tout cas, c'était un colonel qui faisait partie des putschistes de la première heure, dès 2020. Et voilà qu'il est arrêté dans des circonstances qui, pour l'instant, au moment où on se parle, restent quand même un peu ténébreuses. Ce putschiste de la première heure, en 2020, il pourrait être lié à la France, Marie-Roger Billois. C'est elle, d'après vous, qui est accusée par le Mali au sujet de ce coup d'État et de cette fameuse puissance occidentale? Eh bien, on est dans l'escalade de la surenchère et elle a des partisans à travers l'Afrique. Je crois qu'il y a un consensus contre la France dans la société malienne et ce désamour de la France se manifeste aussi ailleurs à travers le continent. Et c'est ce qui fait qu'on a pu lire, on a pu entendre certains comparer Assimi Goïta à De Gaulle, à l'appeler notre De Gaulle à nous, en le comparant à De Gaulle au moment où il est sorti du commandement intégré de l'OTAN en 66, et qu'il a dénoncé unilatéralement toute une série d'accords avec les Américains. Johnson avait refusé à l'époque, mais De Gaulle était passé outre. On a vu aussi certains affirmer que les irrégularités dans la façon de mettre fin à la mission Barkhane ou de G5 Sahel ou de couper les liens avec pas mal de partenaires occidentaux, ce n'était qu'un mal résiduel dans une action historique de libération contre l'ancienne puissance coloniale. Donc, vous voyez, il y a un discours là qui se met en place et qui fait que la junte, qui a un énorme problème de légitimité, c'est jouer sur deux choses. D'abord, le patriotisme, n'est-ce pas, et aussi ce sentiment anti-français. Mais ce qu'on remarque en ce moment, c'est qu'il y a des signes de lassitude au sein de la population. Comme on l'a vu aussi lorsqu'on attise ce sentiment national, là, c'est pas tribal, mais comme en Côte d'Ivoire, on parlait d'ivoirité, ça a fait fleurir Saint-Anne, mais au bout du compte, ça ne peut pas régler les problèmes des gens, et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Les Maliens ont beaucoup de... La situation économique est dramatique, les libertés sont réduites, la classe politique, maintenant, commence à se rebeller, même ceux qui étaient les partenaires de la junte au sein de cette coalition. Je pense à par exemple, Cheikh Oumar Sissoko, qui est un fameux réalisateur de ciné, une grande figure de la politique malienne aussi aujourd'hui, puisqu'il était le coordinateur d'un mouvement de la société civile qui était associé qui reste encore associé à la transition. Il parle de renégats qui privilégient
à un moment de lutte, leurs intérêts personnels aux intérêts du peuple malien. Honte à eux, dit-il. Oui. Et il demande le départ de Maïga. Bon. Donc, il y a des dissensions maintenant, et c'est toujours, la France est partout. Oui. Il y a eu des problèmes, une attaque terroriste à la frontière du Togo. Tout de suite, Oui. un membre du gouvernement de transition est monté au créneau pour dire que c'est la France qui est derrière. Donc, vous voyez, Oui. je crois que ça commence à lasser. Bruno Darroux, avec en plus cette sortie informelle désormais du G5 Sahel par le Mali. Le Mali joue la politique du pire. La France ne pourra plus rester encore longtemps comme l'arbre un peu qui cache la forêt, le bouc émissaire d'une certaine manière des difficultés de cette junte. Oui, parce qu'en fait, toute la question, c'est de savoir si ce sentiment anti-français, il est absolument majoritaire ou est-ce qu'il est instrumentalisé notamment par des pouvoirs qui ne sont quand même pas totalement légitimes, puisque ce sont Ils sont eux-mêmes des pouvoirs putschistes, eux-mêmes issus de coups d'État. Toujours rappeler que ce sont eux-mêmes des gens qui sont arrivés au pouvoir après un putsch, donc ce qui pose déjà un problème. Il y a sans doute évidemment dans la population malienne une partie qui est d'accord avec ce sentiment anti-français. Après, la question de l'instrumentalisation de ce sentiment, notamment par la jeune, c'est quand même une grande question. Ce qui est clair, c'est que la junte, pour se légitimer, joue à fond la carte anti-française et plus généralement anti-occidentale, donc en mettant fin effectivement à la mission Barkhane, en se désengageant du G5 Sahel, en s'en remettant aussi à des puissances extérieures comme la Russie, le fameux groupe Wagner. Est-ce que cette stratégie à moyen et long terme est tenable ? C'est franchement toute la question dans un pays qui a aussi besoin de l'aide économique européenne et internationale pour essayer de subsister à ses propres besoins. Merci Bruno Darroux, merci également à vous Marie-Roger Biloa, vous étiez avec nous en direct de Yaoundé. On vous retrouve lundi prochain dans On va plus loin et nous, on se retrouve dans 4 minutes pour un nouveau journal.